un bonjour particulier parce qu'il a gentiment mis sa caméra. Allez, on est 80, on est la moitié en fait. Bon, on va commencer. Donc, cours numéro 3 aujourd'hui. Donc, on va voir comment on construit l'automate minimum. Sachant que minimum, c'est minimum en nombre d'états. Juste pour faire un petit rappel de ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc, on a vu qu'on avait des lettres ou des caractères, que cet ensemble que ces caractères, il y avait un ensemble de caractères qui était l'alphabet. Et ça, c'est un ensemble fini de caractères. C'est encore une fois le côté automate fini ici. Là, ça, c'est ce qui est fini de nouveau, c'est l'automate. C'est l'alphabet, c'est le nombre d'états qui est fini. Je vais y arriver, le nombre de lettres, excusez-moi. Donc, un alphabet fini. Après, on définissait à partir de cet alphabet des mots. Donc, des mots, c'était des suites de caractères. Les mots, ils étaient toujours finis. Je n'ai pas mis ici, j'aurais dû le mettre, un mot fini ici. Alors, ils sont aussi grands qu'on veut, mais ils sont finis. Et le langage, c'est un ensemble de mots. Et ce langage, lui, par contre, il peut être fini ou infini. Donc, l'endroit où on a de l'infini qui arrive, c'est ici. Ce n'est pas dans l'alphabet, ce n'est pas dans la longueur, dans les mots, ce n'est pas la longueur des mots, c'est le nombre de mots qui peut être infini. On avait défini aussi les langages rationnels. Donc ça, c'était tous ceux qui étaient définis à partir des langages de base. Donc dans les langages de base, il y avait l'ensemble vide, il y avait le langage qui contenait que epsilon et le langage qui contenait que les mots d'une seule lettre de l'alphabet. Donc, si j'avais un alphabet sigma qui était égal à AB, ici, mes trucs de base, c'était ça. Et puis après, je faisais tout par union, concaténation de langage, et puis l'étoile aussi, la répétition de la concaténation. Et donc, avec ça, je définissais finalement des ensembles des langages. Donc, je définis un ensemble de langages, et donc on avait appelé que tous les langages qui pouvaient être définis comme ça, c'est ceux qu'on avait appelés les langages rationnels. Le côté rationnel, parce que ces opérations ensemblistes sont appelées les opérations rationnelles. Ensuite, on a défini un automate fini. Fini, il veut dire ici, c'est le nombre d'états, très important ici, donc le nombre d'états. Et cet automate, il pouvait être déterministe ou non déterministe. Je vous rappelle ce que ça veut dire, c'est que ici, dans un état, il y a une transition qui part avec la lettre A, et que de ce même état, il y a une transition qui part aussi avec la lettre A vers un autre état. Si ça, je ne sais pas, c'est l'état Q1, l'état Q2 et l'état Q3.
Dès que vous avez un schéma comme ça, c'est-à-dire avec deux transitions avec la même lettre qui partent d'un même état, ici, c'est non déterministe, non det. Okay. Donc, il suffit qu'il y ait ça à un seul endroit dans l'automate pour dire que l'automate est non déterministe. On avait vu qu'on pouvait transformer l'automate non déterministe en automate déterministe. Hein, il y a un algo pour faire ça. Et donc, on transforme l'automate. Alors, cette transformation, elle peut avoir ici un inconvénient, c'est qu'on peut passer éventuellement d'un AFN à n état. Ça peut donner, ça n'est pas toujours, hein, mais ça peut donner un AFD, automate fini déterministe, à 2 puissance n état. Donc ça, c'est l'inconvénient. Alors, ce n'est pas la faute de l'algo, hein, ça, c'est la structure interne qui est faite comme ça, des langages ont cette propriété-là. Et c'est ça qui fait que le non déterministe polynomial, hein, peut se transformer en un déterminisme non polynomial. Et donc, on avait tous les langages qui étaient reconnus par un automate fini. Donc, on a vu le principe de reconnaissance. Tout le monde a fait en TD, lors du premier TD, la construction d'automates. Hein. Ce n'est pas très compliqué, hein. C'est un coup à prendre, mais finalement, ça se... Voilà, donc on est capable de faire l'automate. Alors, attendez, j'ai un petit souci ici. Gomme. Pourquoi je ne peux pas tout effacer d'un coup, là? C'est ballot. Gomme. C'est pas très pratique, ça. Parce que si je change de transparent, là, de diapo, il va me laisser toutes mes annotations. Ok, alors. Ok, donc si... Et donc, quels sont les algos qu'on a déjà vus? On a déjà vu les algos qui, ici, permettent, à partir d'un automate fini non déterministe, avec des transitions epsilon. Hein. Une transition epsilon, c'est une transition ici, ou sur un arc, ici, il y a un epsilon. On a déjà vu l'algo qui permettait de retirer les transitions epsilon. Donc ça, vous allez les faire en TD, alors c'est cette semaine, je crois. Donc il y en a qui ont déjà dû le faire hier. Donc les autres, ce sera vendredi, demain. Et donc on peut ici sans epsilon transition. Donc on peut supprimer les epsilon transitions. Ensuite, on peut passer d'un automate non déterministe sans epsilon transition à un automate fini déterministe. Alors, s'il y a une epsilon transition, c'est aussi un automate fini non déterministe, hein, potentiellement. Parce que vous voyez que ici, vous voyez, si j'ai ça, A par exemple, là, et que là, j'ai epsilon suivi de A, vous voyez que si j'en suis ici dans cet état-là et que je dois lire un A, bah, soit je peux aller ici dans l'état du haut, hein, donc je peux aller dans l'état 2, ou alors, je peux aller dans l'état 3, l'état 4. Et là, j'aurais lu epsilon A, mais epsilon A, c'est égal à A. Donc, vous voyez que l'epsilon peut générer du non déterminisme. Donc, par définition, on dit qu'un automate qui a des epsilon transitions est non déterministe. Okay. Donc, ici, on arrive à un automate fini déterministe. Donc, c'est-à-dire que on n'a pas ce que je disais tout à l'heure ici, un truc avec deux fois la même lettre qui part. Il n'y a pas non plus d'epsilon transition. Et puis, on peut le rendre complet. Alors, complet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque état, ici, si l'alphabet, c'est ABC, par exemple, eh bien, ça veut dire que pour chaque état, vous avez les 3 transitions qui partent. Alors, ça peut être des boucles, éventuellement, on s'en fout. Hein. L'important, c'est qu'on regarde ici les transitions qui partent. Et ici, vous en avez exactement une pour chaque lettre de l'alphabet.
Ça existe un AFD avec des epsilon de transition. Non, si on a un automate avec des epsilon de transition, on dit qu'il est non déterministe. Voilà. Je pose ça comme définition. Je ne l'ai peut-être pas mis comme ça, j'aurais peut-être dû, mais en fait, dès qu'on a des epsilon de transition, on est non déterministe. De toute façon, encore une fois, ce qui peut se passer, c'est qu'éventuellement, quand on applique l'algo pour retirer les epsilon de transition, c'était l'algo-là, en fait, soit on tombe sur un automate non déterministe, ce qui serait le cas ici dans mon exemple, par exemple, ici, là, ça ferait ça, ou alors on tombe directement sur un automate déterministe. Okay, donc si on voulait faire une nuance, on pourrait dire ça. Oui, tu as raison, Adam. Et dans la définition, je n'avais pas précisé les epsilon. Je vais le remettre, tu as raison. Dans la définition, je n'avais pas dit qu'il pouvait y avoir des epsilon de transition. OK. Donc, dans la définition de non déterministe, on va dire que c'était qu'il n'y avait que les successeurs. Hein, donc, le nombre de successeurs ici, là, par exemple, là, il y a 2 successeurs pour l'état Q. Hein, j'avais noté ça comme ça. Les successeurs de QA, ici, c'était égal à 2. D'accord. Et donc ici, là, effectivement, les successeurs de QA, il n'y en a qu'un seul, mais il y a des epsilon. Donc, on va dire qu'un automate avec epsilon de transition, il est non déterministe. Ou alors, on ne dit rien et on dit que c'est un automate avec des epsilon de transition. C'est comme ça que j'avais conçu le cours au départ, parce qu'au départ, j'ai dit j'ai un automate avec des epsilon de transition. Je les retire, ça me donne un automate non déterministe, potentiellement, puis après déterministe. En tout cas, dans un AFD, ici, c'est ça qui est important, hein, surtout, c'est ce qu'on obtient à la fin. Ici, il y a donc AFD, hein, je redis. Donc, pas d'epsilon, je le remets là. Et quel que soit Q, donc l'ensemble appartenant à l'ensemble des états, et quel que soit A appartenant à sigma, le nombre de successeurs de Q et de A, il est inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ici, comme ici, 2 trucs. D'accord ? Et le complet, ici, complet, eh ben ça veut simplement dire que, j'en mets partout là, je vais galérer à gommer, S de QA, hein, dans la même définition qu'en dessous ici, est égal à 1. D'accord? C'est qu'il y a toujours une transition. Ok, voilà. Ah non, c'est ça ici, effacer. Voilà, effacer tous les dessins. Ok, je vais retrouver où c'était. Voilà, donc ici, on avait l'automate complet. Et donc ici, maintenant, ce qu'on va voir, c'est l'automate minimum complet. Et donc ici, hein, je redis ce que j'ai dit, ici, la notion de minimum, c'est minimum en nombre d'états. Okay, donc, ce n'est pas minimum en nombre de transitions. De toute façon, comme il est complet, eh bien, si on a sigma qui est égal à ABC, et que si on a n indice Q, je vais appeler ça comme ça, le nombre d'états, comme pour chaque état, alors on a en fait cardinal de sigma fois n indice Q transition. Ok. Pour chaque lettre ici de l'alphabet, j'ai une transition. Donc ici, si j'ai 22 états et que j'ai un alphabet de 3 lettres, eh ben, j'ai 3 fois 22, j'ai 66 transitions. Donc en fait, le nombre d'états, comme il est complet, contrôle aussi le nombre de transitions. Alors, en fait, quel est l'intérêt là de cet automate minimum? Alors, en fait, voilà, ce transparent-là est mieux. Ici, c'est ce qui est là qui est très très important ici, c'est que ici l'automate fini minimum complet déterministe ici, il est unique. C'est-à-dire que du coup,
vous prenez deux langages définis différemment, peu importe, vous construisez l'automate avec des epsilon transitions non déterministes. Okay, vous prouvez d'une manière ou d'une autre que cet automate-là reconnaît bien le langage qu'il doit. Vous, pour chacun des automates, vous le rendez minimum, enfin déterministe minimum complet. Et si finalement, à la fin, vous comparez ces automates minimum complets pour chacun des deux langages, vous avez l'automate minimum complet pour chacun des deux langages. Si c'est le même, alors on peut se poser la question comment on fait pour savoir si deux automates sont les mêmes. Ce n'est pas compliqué à faire, ça c'est un algo de graphe aussi qui est assez simple. En fait, et si vous avez le même automate, ça veut dire que c'est le même langage. Par contre, si l'automate est différent, le langage est différent. Donc ça, c'est très intéressant, cette propriété-là, parce qu'on est capable de dire si deux langages sont les mêmes. Alors, ce n'est pas toujours évident que deux langages soient les mêmes. On le verra après quand on fait les expressions régulières. Ou même, on a déjà vu en TD, en tout cas, bon, j'ai fait ça en TD avec ceux qui étaient en TD avec moi, que parfois, pour définir un langage, on peut définir l'automate de plusieurs manières. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un certain nombre de A, un nombre quelconque de A, suivi d'un nombre quelconque de B. Alors, par exemple, on pouvait le faire comme ça, ici. Ici, on peut le faire comme ça. Vous voyez, ça c'est les langages de la forme AN, B, M, avec N et M qui sont des entiers éventuellement 0. Et ici, une autre manière de le définir, là, c'est comme ça. D'ailleurs, si on le rend déterministe, c'est ce qui va se passer ici. Peut-être pas un très bon exemple, mais vous voyez qu'en fait, ici, ce n'est pas très évident que ces deux automates, en fait, reconnaissent le même langage. Bon, bah, dans tous les cas, ici, si on le rendait ici, alors celui-là, il a des epsilon transitions, celui-là, il n'est pas déterministe parce qu'il y a deux transitions avec un A ici, d'accord. Et donc, dans tous les cas, si ces deux automates, on les rendait, donc on retirait les epsilon transitions, on les mettait sans epsilon transition, on les mettait déterministes et tout ça, et qu'on prenait minimum complet, eh bien, on arriverait au même automate qui, je pense, devrait être celui-là, ici. En fait, pas du tout. Qui devrait être celui-là. Vous voyez, je fais un nombre quelconque de A, et après, je fais un nombre quelconque de B ici. Et donc ici, celui-là, il est bien déterministe ici, ok. Et là, ici, il manque la transition avec le A, et dans ces cas-là, je rajoute, on avait vu ça, un état poubelle, où j'ai ma poubelle ici, et ici, je boucle sur ma poubelle avec A et B. Donc lui, il est bien déterministe. À chaque fois, j'ai A et B comme transition qui partent. Il est bien complet. J'ai toutes les transitions partent de chaque état. Et je pense que cet état est l'AFD minimum complet. Alors, vous voyez, finalement, ces trois automates-là représentent le même langage. Ce n'est pas très évident à voir comme ça. Alors, j'ai pris un tout petit truc, mais vous imaginez bien, s'il y a 10, 12, 15 états, c'est vraiment compliqué. Donc, du coup, on applique ces algos. Je retire les epsilon transition. Premier algo. Deuxième algo, je le déterminise. Troisième algo, je le rends complet. Quatrième algo, je le rends minimum. Et à la fin, je regarde. Et si j'ai les mêmes automates, ça veut dire que c'est le même langage. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, finalement, une fois que vous avez compris, évidemment, ce que c'est qu'un alphabet, ce que c'est qu'un mot, ce que c'est qu'un langage, c'est un ensemble de mots, etc. C'est comprendre qu'il y a équivalence entre toutes ces représentations-là, avec epsilon transition, sans epsilon transition, déterministe, non déterministe, etc. C'est-à-dire qu'on peut passer à chaque fois d'un retirer les epsilon, déterminiser, rendre minimum, rendre complet, tout ça on sait faire. Donc c'est ce que dit ce point-là. Donc c'est le premier résultat à bien avoir compris. Donc ça veut dire qu'au moment de construire les automates, finalement,
on s'en fout d'essayer de le construire déterministe directement, on s'en fout d'essayer de le rendre minimum, hein, on le fait comme on veut, ce qui permet l'avantage de prouver que l'automate reconnaît bien notre langage. C'est souvent plus facile sur un automate comme celui-là, par exemple, ici, de dire c'est un nombre quelconque de A suivi un nombre quelconque de B. On voit bien je suis un nombre quelconque de A parce que je fais une boucle sur A. Après, je fais un epsilon et après, je fais les B. Puis on voit bien qu'une fois que j'ai fait des A, tant que je fais des A, je ne peux pas faire des B. Et puis ici, dès que j'ai fait mon epsilon, je peux faire des B, je ne peux plus faire de A. Donc on voit bien que les B, ils sont forcément après les A. Hein. C'est facile à voir et à prouver que ça fait bien le langage ici. D'accord? Donc, on le construit de la manière la plus simple possible en termes de construction, hein, et de preuve éventuellement de ce qu'on veut faire. Après, on applique les algos minimum complets. Donc, c'est ce que dit ce premier point. Le deuxième point qui est très important et qu'on verra par la suite, quand on verra qu'il y a des langages qui ne sont pas rationnels. Hein, donc, les langages rationnels construits par union, concaténation, étoile, tout ça, c'est pareil que les langages reconnaissables. Okay, mais il y a des langages qui ne sont pas comme ça. D'accord, ça prouve que notre automate ici, ce n'est pas une machine qui peut servir à reconnaître tous les langages. Il y a des langages qui ne peuvent pas être reconnus par l'automate. On verra ça au prochain cours. Donc, mais en tout cas, ici, les rationnels et les reconnaissables, c'est la même chose. Ça définit un langage, s'il est rationnel, il est aussi reconnaissable et vice-versa. Okay. Et ici, l'unicité de l'automate minimum déterministe complet. Souvent, on dit automate minimum, hein, on simplifie, mais quand on dit automate minimum, on sous-entend qu'il est complet et qu'il est déterministe. Hein. J'ai mis AFD minimum complet. Voilà. Donc ça, c'est finalement les 3 points qu'il y a à retenir de ces 3 premiers cours. Et évidemment, à chaque fois, ici, là, il y a algo. Là, il y a algo. Là, il y a algo. Et puis ici, il y a un algo aussi pour passer de complet à minimum. J'aurais dû rajouter ici, donc il y a un algo pour minimiser. D'accord ? Donc finalement, il y a 1, 2, 3, 4 algos. Alors l'algo de complet, c'est facile, on rajoute un état avec les transitions. Les autres sont un peu plus techniques, mais voilà. Donc c'est ça ce qu'il y a à retenir dans ces 3 premiers cours. Et donc si vous avez après compris comment marche chacun de ces 4 algos-là, ben, vous avez compris les 3 premiers cours et il n'y a rien d'autre à savoir finalement. Enfin, je ne dis pas que c'est simple, hein, mais voilà. Donc, juste là, deux, trois petites choses qu'on peut dire ici. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça finalement? Donc, l'automate minimal, donc en nombre d'états, je l'ai déjà dit ça. Donc, l'intérêt de faire ça, c'est quoi? C'est le nombre minimum d'états, donc un stockage minimal. Donc, quand on doit stocker parce qu'on a besoin de faire un automate pour un programme, quel qu'il soit, il y avait un des exercices, je crois, qui était de faire l'automate qui reconnaît les nombres entiers dans le langage C. Ça se reconnaît par un automate. Eh bien, en fait, ce n'est pas exactement fait comme ça, mais ça revient à ça. Dans le compilateur, il y a un automate pour reconnaître ça. Ce n'est pas exactement fait comme ça, mais ça revient à ça. C'est fait avec des grammaires, mais ça revient à ça. Donc, le côté minimal est important pour ça. Vous comprenez bien que dans un langage, il faut avoir un automate qui reconnaît les nombres entiers, un automate qui va reconnaître les nombres flottants, un automate qui va reconnaître les expressions, enfin le while, qui va reconnaître le if avec le else sans le s, etc. Donc en fait, la reconnaissance d'un langage de programmation fait par le compilateur, ça se fait par l'intermédiaire d'automates. Ce n'est pas exactement fait avec des automates comme là, c'est d'une manière un peu différente, mais ça revient au même. Et en tout cas, le nombre minimum est important ici pour que ça puisse avoir un compilateur qui soit efficace quelque part. Et donc, comme on l'a dit ici, hein, l'unicité, ça permet de tester si 2 langages sont les mêmes. Donc ici, pour faire ça, on a besoin de 2 nouvelles notions, l'accessibilité et la séparabilité. Donc, c'est des notions de graphe assez classiques. Donc, encore une fois, je présente les algos de manière formelle. Donc, c'est volontaire dans ce cours, hein, de tout présenter de manière formelle pour vous habituer à faire les choses de manière formelle. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une compréhension intuitive de l'algo. Hein. Moi, je vous conseille, pour tous les algos qu'on a vus là, hein, c'est d'essayer d'écrire pour vous comment marchent les algos, donc décrits avec les mains, hein, exprimés
en français ou avec des petits dessins ou ce genre de choses-là, quoi. Hein. Et une fois que vous avez fait ça et que vous avez bien compris l'algo, ben, vous pouvez aller regarder la définition formelle et voir si vous comprenez la définition formelle. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de problème pour bien comprendre la définition formelle. Enfin, pas de problème, ça ne va pas être se faire nécessairement la première lecture, mais… Donc, vous voyez, par exemple, l'accessibilité, ici, je donne ça. Alors, ça peut paraître compliqué comme ça. Alors, ce qu'on va faire pour bien comprendre ça, on va tout de suite aller voir un exemple ici. Donc, là, je donne un exemple d'un automate fini déterministe complet. Alors, est-ce que c'est bien ce que je dis, ça? Est-ce qu'il est bien déterministe? Ben, de Q0, donc l'alphabet, alors j'ai pas mis, alors évidemment, comme j'ai déjà dit ici, si on ne donne pas l'alphabet, c'est pas bon, mais comme là je fais un exemple ici, ben, on se doute, comme je vous dis, qu'il est complet, que l'alphabet c'est AB. Hein. Si l'alphabet était ABC, évidemment, il manquerait toutes les transitions avec la lettre C. D'accord. Donc, je précise que l'alphabet c'est AB. Et donc, on peut vérifier que de chaque état, ici, il y a bien ici un A et un B. Un et un seul A et un seul B qui sort. D'accord. Je mets une petite truc et chaque fois, je note ici. A, B, A, B, A, B. Voilà. Donc ça, c'est bien un automate fini déterministe. Alors, tout de suite, si vous regardez un peu, vous pouvez vous rendre compte d'un truc, là. C'est que ici, cet état-là, vous voyez, ici, là, Q5, en fait, il ne sert à rien. Parce que, vous voyez, je ne peux pas y aller dans Q5. OK? Et de Q5, simplement, je pars. D'accord? Donc, comme de toute façon, quand je vais reconnaître mes mots, je vais arriver ici en commençant par Q0. Je vais me balader ici dans ces états-là. OK? Voilà. Et ici, jamais j'irai dans Q5. Donc, en fait, Q5, je peux le supprimer, cet état-là. Il est en trop. Et en fait, on peut dire ici, c'est que Q5, il est non accessible. Donc, vous comprenez bien ce que ça veut dire. Accessible, c'est que je peux y accéder. Alors, y accéder depuis où? Eh bien, depuis l'état initial, depuis Q0. Complet, ça veut dire qu'il y a chaque lettre pour chaque état. William, oui, c'est ça. Pour chaque état, ici, il y a, ici, donc en Q1, il y a une transition qui part avec la lettre A et une transition qui part avec la lettre B. Une et une seule. C'est ça ce que ça veut dire complet. Je crois qu'il y avait des successeurs dans la définition, je me trompe. Oui, ben c'est ça, c'est-à-dire qu'ici, les successeurs de Q1A, c'est l'état Q3, et les successeurs de Q1B, c'est l'état Q1. Et donc, le nombre de successeurs qu'on note comme ça de Q1A est égal à 1, et le nombre de successeurs de Q1B est égal à 1. J'ai peut-être mal noté tout à l'heure. Ok, monsieur, c'était tout à l'heure. Alors, je ne comprends pas. Vous avez répondu à la question, c'était tout à l'heure. D'accord, ok, j'ai répondu à la question. Ok, ça va, ça hein, donc, le nombre de successeurs pour chaque couple lettre est égal à 1. Ok. Voilà, donc on voit bien le côté déterministe, parce que si c'est supérieur à 1, bah, ça voudrait dire que, par exemple, là, il y a une autre transition avec A, ici. Hein. Donc ça, bah, ça veut dire que SQ1A, bah, du coup, ici, ce serait 2. Vous voyez. Donc ça ne va pas. OK. Donc ça, c'est pas bon. OK. Donc ça, ce serait non déterministe. D'accord. Donc, OK. Et d'autre part, ce qu'il faut, c'est que ce soit qu'il y ait bien toutes les transitions, c'est-à-dire que si par exemple il n'y avait pas ce A-là, ici, si cette transition-là n'existait pas, du coup ici, ça ce serait 0, et donc ce serait bien déterministe, mais ce ne serait pas complet. D'accord? Ça va, hein? Déterministe complet, il faut qu'il y ait pour chaque lettre et chaque état, chaque couple lettre-état, il faut qu'il y ait une transition. Hein? C'est ce qu'on note hein, dans la définition, hein? Quel que soit Q appartenant à l'ensemble d'états, virgule, quel que soit A appartenant à sigma, vous voyez, je mets la même chose, mais en définition formelle. La S de QA, donc le nombre d'états ici dans lequel on arrive, ici, est égal à 1.
Ça, c'est ça, ça dit. Ça, c'est déterministe complet. OK. Bon, ça, c'est la définition de déterministe complet. Donc, on revient à ce qu'on disait ici. On voit bien que Q5 est non accessible. C'est-à-dire que Q5, je ne peux pas l'atteindre depuis l'état Q0. Et donc, du coup, ici, on voit bien que ici, non accessible. Donc, encore une fois, être accessible, ça veut dire qu'à partir de l'état Q0, je peux l'atteindre. Alors, finalement, si on voulait faire un algo pour faire ça, ben, on pourrait réfléchir ensemble à comment faire un algo, mais je vais vous le donner finalement. On pourrait dire qu'est-ce qui est accessible à partir de Q0 ? Ben, je pourrais essayer de me définir un ensemble grand A de tous les états accessibles. Hein. Au départ, dans le grand A, je vais mettre l'ensemble vide. D'accord ? Après, ou alors, peu importe, où je commence en mettant Q0, je ne sais plus comment j'ai fait, mais en disant on sait que Q0 est accessible à partir de Q0. Okay, donc ici, je le note hein, pour dire que lui, il est accessible. Okay, il est dans mon ensemble grand A. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais chercher, on cherche une transition de la forme Q A Q', avec quoi? Avec Q qui appartient à A. Je vais gommer ça ici, là. D'accord. Donc, avec Q qui appartient à A, avec petit a qui appartient à l'alphabet sigma, hein, toujours pareil, et Q', si je fais mes Q comme mes A, ça ne va pas aider, hein, avec Q' qui n'appartient pas à A. Donc, je cherche ça. Et si j'ai ça, donc ici, est-ce que j'en ai? Ben, ici, j'en ai une. Par exemple, j'ai Q0 à Q1. Hein, j'ai un candidat, là, j'ai Q0 à Q1. Puis j'ai aussi Q0, B, Q2. Mais j'en cherche une. Hein. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, ça appartient bien à A, ça appartient bien à mon ensemble grand A. Lui aussi, ça appartient bien à grand A. Et puis ici, celui-là, il n'appartient pas à grand A. Et celui-là, il n'appartient pas à grand A. Okay. Et A et B sont les lettres de l'alphabet. Donc, si je cherche ça, donc je cherche les transitions comme ça. Et si je trouve, qu'est-ce que je fais? On cherche une transition comme ça. Et si elle existe, donc si on trouve, on ajoute Q' à l'état, à l'ensemble grand A. Donc ici, par exemple, je trouve Q0 à Q1. Tac, et bien du coup, dans grand A, ici, boum, je rajoute Q1. Je le note comme ça. Et du coup, mon grand A que je vais écrire ici, là, grand A. Ici, maintenant, il contient Q0, Q1. Et je recommence. Donc, je cherche des transitions comme ça. Est-ce que j'en ai des transitions? Ben, j'ai Q0, BQ2, par exemple, puis j'ai Q1, AQ3 aussi. Donc, je pourrais dire que je prends Q0, BQ2, je prends n'importe laquelle, j'en prends une, je fais ça. OK? Et du coup, ici, ça, eh bien, dans mon ensemble grand A, ici, ça me rajoute ici Q2. Et puis, je continue. Ben, Q1, A, Q3, donc ça va me rajouter Q3. OK? Puis ici, je vais avoir Q2, A, Q4. Donc ça va me rajouter Q4. Et quand je vais être là, maintenant, je vais chercher des transitions de cette forme-là. Est-ce qu'il en existe? Ben non, parce qu'on peut regarder toutes les transitions. Vous voyez que celle-là, Q0 à Q1, ben, je ne suis pas dans le cas où le truc de départ est dans A et le truc d'arrivée n'est pas dans A, puisque ici, Q0 et Q1 sont dans A. D'accord? Donc ça ne va pas. Q0B, machin, ça ne va pas. Cette transition-là, ça ne va pas. Celle-là, ça ne va pas. Celle-là, ça ne va pas. Et celle-là, elle ne va pas non plus. Hein. Pourquoi elle ne va pas, cette transition-là, ici? Pourquoi elle ne rentre pas là-dedans? Ben ici, il faut que le départ soit dans A et que l'arrivée ne soit pas dans A. Là, c'est le contraire, hein, donc ça ne va pas. Donc ici, je n'en trouve plus des transitions comme ça. Okay. Donc l'algo, il va donner, tant qu'il existe des transitions, on rajoute dans A. Okay. Donc on rajoute ici, j'ai oublié de mettre ma petite bulette ici, hein, pour dire que ça
c'est l'ensemble de mes états grand A accessibles. Okay, donc, vous voyez l'algo, à chaque fois, je rajoute. Et ici, eh bien, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que tous les états qui ne sont pas dans grand A, ici, boum, je les supprime à la fin de l'algo. OK? Donc, ça, c'est l'idée de l'algo. Donc, vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Ça, c'est des algos de parcours de graphe, finalement, assez simples. Et donc, ici, si je reviens là à la notion d'accessibilité, donc voilà, c'est ici. On va essayer de comprendre ensemble la définition, hein, de voir ce que si ça correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, je considère un automate, hein, vous voyez, donc de nouveau, je suis de manière formelle, hein, donc je répète, hein, ça c'est l'alphabet, ça c'est l'ensemble des états, ça c'est l'état initial, ça c'est les ensembles des états finaux, et ça c'est les transitions. Donc, on suppose que lui, il est déterministe, hein, mais encore une fois, c'est pour le rendre minimum. Alors, ici, la définition, elle est donnée de cette manière-là, hein, de ce que ça veut dire d'être accessible. Donc, pour tout état, Q et Q', okay, et pour tout mot, W, sur l'alphabet, si le mot W, il est de cette forme-là, donc j'écris simplement ce qui est W, A1, A2, AK. Donc ça, c'est avec chaque AI qui appartient à un sigma. Donc c'est un mot sur mon langage. D'accord? OK. Et qu'il existe une séquence d'états Q1, Q2, QK, QK plus 1, telle que Q égale Q1. Donc ici, vous voyez, le Q, ici, c'est le début. Et ici, ça va être la fin. Donc, ce que dit cette partie-là, ici, simplement, hein, c'est que je peux aller de l'état Q à l'état Q' en reconnaissant mon mot. Okay, donc ici, vous voyez, ce qu'on dit, c'est que ici, c'est la séquence des états Q1, Q2, QK plus 1 qui va permettre de reconnaître le mot. C'est ce qui est dit ici. Vous voyez, j'ai les transitions pour reconnaître à chaque fois de QI, je reconnais la lettre AI de mon mot. D'accord ? Et d'autre part, le premier état de cette suite d'états Q1, c'est justement mon état Q, et le dernier, ici, QK plus 1, c'est justement mon état Q'. Okay. Donc, si je trouve un mot qui me permet d'aller de Q à Q', on dit que Q' est accessible depuis Q. Voilà. C'est un peu compliqué éventuellement, hein, mais simplement de dire je peux aller de Q à Q', il existe un mot qui permet d'aller de Q à Q'. Okay. Alors, parfois, on note ça comme ça. On dit que Q, je lui applique le mot W ici et ça me permet d'aller en Q'. Bon, je vous ai mis ces notations-là parce que c'est des trucs qu'on trouve dans les bouquins. D'ailleurs, il faut que je vous donne de la biblio. Je vais mettre dans Moodle, je vais mettre puis dans le PolyTD, je mettrai des références de bibliographie. OK. Donc ici, comment on fait un algo pour retrouver tous les états qui sont accessibles dans un automate? Donc ça, c'est l'algo que je vous ai donné tout à l'heure. Vous voyez, il y a la définition formelle à bien comprendre, celle qu'on vient de voir, et puis ici, il y a l'algo. On fait exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, on commence. Donc, toujours pareil, on a notre automate ici. Hein. Voilà. On va construire l'ensemble des états qui sont accessibles depuis l'état Q0. OK. D'accord. Et donc, ici, je commence par A. Dans A, je mets Q0. Et après, je cherche, comme je l'ai dit tout à l'heure, un triplet QA, Q', tel que le Q, le premier, il appartient à A, et le deuxième, Q', il n'appartient pas à A, pour n'importe quelle lettre de l'alphabet. Et donc, tant qu'il existe ça, eh bien, ce que je fais, si j'en trouve un comme ça, eh bien, Q', ici, je le rajoute dans A. Donc, A prend comme valeur A union Q'. Okay. Donc, on fait ça, et donc ça donne les états qui sont accessibles depuis Q0. Et donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est un parcours de graphe à partir de Q0. Donc, vous voyez qu'il n'est pas compliqué cet algo-là. Et donc, une fois qu'on a fait ça, donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors, c'est marqué après, ici. Donc,
Je ne sais plus. Alors, est-ce que c'est écrit? Oui, puisque, alors, attendez, tant pis. Donc, bon, donc en tout cas, ce qu'on fera, c'est, je vous le dis à l'oral, ce sera plus simple. Une fois qu'on a fait le grand A, en fait, ce qu'on va dire, c'est que on va remplacer notre automate ici par un nouvel automate dans lequel l'ensemble des états, ce sera les états qui sont dans le grand A. Et donc, on garde le même sigma, le même Q0, on garde les états finaux qui sont que dans le grand A. S'il y a des états finaux qui étaient dans le Q et pas dans le grand A, ben on ne les garde pas. Et les transitions, on garde que les transitions qui partent de grand A. Voilà. Okay, donc ça, c'est la notion d'accessibilité. Donc, première chose à faire pour rendre un automate minimum, c'est supprimer les états qui ne sont pas accessibles. Okay. Alors, la séparabilité. Alors, la séparabilité, c'est un peu plus compliqué, ça, cet algo. Donc, on va le dérouler ici ensemble pour voir ce qui se passe. Donc, ici, j'ai donc mon automate. Je repars de mon automate ici. Donc, première étape, enfin, étape 1, j'ai mon EFD complet. Étape 2, Q5 est inaccessible. D'accord? Donc, ici, je supprime Q5. Et maintenant, je vais regarder la séparabilité. Alors, la séparabilité, comment ça marche? En fait, l'idée, c'est de voir, est-ce qu'il y a des états où je peux vraiment dire qu'ils sont différents les uns des autres. Alors, première chose à voir, c'est que les états finaux et les états non finaux, on va dire qu'ils sont différents les uns des autres. Donc ici, je vais pouvoir dire, là, je vais pouvoir dire ici, j'ai deux paquets d'états, en quelque sorte. Hein, mes états, je vais les regrouper en deux paquets. Je vais mettre d'un côté les états non finaux, Q1, Q2, Q4, et de l'autre, je vais mettre les états finaux. Q2, Q3, pardon. Q2, Q3. Voilà. Donc, vous voyez, je sépare. Alors, ce que je suis en train de faire ici, ça s'appelle une partition. Donc, une partition des états, c'est-à-dire de dire, je vais séparer les états en paquets. Alors, on pourrait faire ça, c'est ce que vous faites. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à des jeux, genre, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a un truc, c'est quoi? C'est le mystère de Pékin, je crois, ou Cluedo, par exemple, c'est ça. En fait, on vous dit, il y a un autre jeu aussi, il faut reconnaître des bonhommes. Par exemple, vous avez tout un tas de petites images avec des personnages qui sont affichés, et on vous dit, vous recherchez un des personnages et on vous donne des caractéristiques. Donc, on vous dit, premier critère, le personnage n'a pas de lunettes. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez séparer l'ensemble des personnages en deux paquets, ceux qui ont des lunettes et ceux qui n'ont pas de lunettes. Okay. Donc ça vous fait un premier critère de séparation. Après, on va vous dire, le personnage, il a un chapeau ou il n'a pas de chapeau. Donc vous voyez que de nouveau, ça va vous permettre de séparer les états. Donc en fait, en vrai, vous allez vous retrouver avec 4 catégories, c'est-à-dire que ceux qui ont des lunettes et un chapeau, pas de lunettes et un chapeau, pas de chapeau, lunettes, enfin vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Alors souvent dans ce genre de jeu, en fait, on sépare en deux paquets, et puis il y a un paquet qu'on élimine, puis on continue à travailler sur le deuxième paquet. Donc si on vous dit par exemple, le personnage que vous recherchez, il a des lunettes, vous allez prendre tous ceux qui ont des lunettes, et tous ceux qui n'ont pas de lunettes, vous ne les regardez plus. Donc après, si on vous dit, en plus il a un chapeau, vous allez garder ceux qui ont des lunettes et un chapeau, et puis et vous vous intéressez plus aux autres. Donc l'idée, c'est de faire ça, quoi. Donc ici, c'est ça ce qu'on fait avec la... Donc là, on est en train de faire des partitions d'états, c'est-à-dire qu'on est en train de regrouper les états par caractéristiques. Ou là, les personnages par caractéristiques. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Et donc la caractéristique qu'on va prendre ici, au début, c'est si ça appartient... Alors ça, c'est un ensemble des états qui appartiennent à F. Et ici, c'est ceux qui n'appartiennent pas aux états finaux. Hein. Donc, c'est chaque état ici, lui, tout cela et tout cela. Okay. Donc, je commence par séparer comme ça. Donc, ce n'est pas mon critère, c'est pas il a des lunettes, il n'a pas de lunettes, c'est ici, il appartient à F ou il n'appartient pas à F. Okay. Alors, je vais le noter de deux manières différentes, de manière à ce que... Il y a une manière qui est plus graphique, qui est à gauche ici, puis il y a une manière qui
qui est plus pratique si on voulait faire programmer l'algo. Hein. Donc ici, je vais noter là. Donc, vous voyez, j'ai mis des couleurs ici. Ben, là, je les ai mis en violet Q0, Q1, Q4. Okay, et puis, j'ai mis en rose Q2, Q3. Et alors, on peut faire quelque chose ici, c'est mettre dans cette matrice. Donc, vous voyez, j'ai mis tous les états ici. Okay, et ici, je mets une croix pour dire si les états sont séparés. C'est-à-dire, est-ce que Q0 et Q2 sont dans le même ensemble ou pas? Et s'ils sont dans des ensembles différents, je mets une croix. Donc, une croix veut dire que Q0 et Q2 sont séparés. OK. Alors, parfois, dans les bouquins, on le voit à l'envers. C'est-à-dire qu'ils mettent une croix quand ce n'est pas séparé, et dès que c'est séparé, ils suppriment la croix, mais c'est plus embrouillant. Donc, vous voyez pourquoi, au début, je commence, je n'ai aucune croix, en fait, hein, parce qu'au début, ben, j'ai séparé personne, d'accord? Donc, ici, vous voyez, j'ai des croix nulle part, ici. Donc, j'ai séparé personne. Et premier truc que je fais, c'est de séparer les états finaux et les états non finaux. OK? Voilà. Alors, évidemment, là, j'ai pris une notation qui est un peu redondante parce que, évidemment, si j'ai une croix Q0 séparée de Q2, Q2 est aussi séparé de Q0. Hein. Donc, en fait, ici, dans ma matrice, j'ai en vrai pas besoin de toute la matrice. J'ai en fait besoin de la moitié de la matrice. Et puis ici, vous voyez que Q0, Q0, ben, je ne séparerai jamais de Q0 et Q0. C'est-à-dire que Q0, il est toujours avec Q0. D'accord? Donc, en fait, en vrai, je ne sais pas si ça vous aide de dire ça, mais alors si j'aurais peut-être dû faire des traits ici pour que l'on voit bien toute ma matrice ici. Hein. Voilà. Pour bien séparer. Donc, en vrai, je n'ai pas besoin de toute la matrice. Hein. Tout ça, les éléments ici sur la diagonale, ils ne me servent à rien. Et puis après, je peux utiliser qu'une partie. Alors, soit la partie du haut, soit la partie du bas. Mais disons que j'utilise la partie du haut. Donc, en fait, tout ça, ça ne me sert à rien. Pourquoi ça ne me sert à rien? Parce que je sais que sur la diagonale, je n'aurai jamais de croix. Et ici, la partie du bas, ce qui est en dessous de la diagonale, pour savoir si j'ai une croix ou pas, je n'ai qu'à regarder au-dessus. Bon. Peu importe. Hein. Ça ne change rien. Ça, c'est juste pour dire que effectivement, là, j'ai de l'information qui est redondante. Okay. Mais ce n'est pas gênant, ça ne change rien à l'algo. OK. Donc ça, c'est ma première étape. Et alors ensuite, la deuxième étape. Alors la deuxième étape, alors, ici. Donc ici, comment on va faire pour continuer à séparer? On va essayer de regarder si j'ai des états. Enfin, je vais peut-être gommer un peu ça ici, sinon ça va être le bazar. OK. Donc ensuite, je vais essayer de regarder. Ce qui va m'intéresser, c'est de trouver la chose suivante. C'est de trouver ici, ce serait bien que je reprenne les notations que j'ai fait formellement, mais je ne les ai plus en tête, donc ce n'est pas grave, je vais le faire autrement. Ou alors, attendez, je vais juste y jeter un œil vite fait pour pouvoir... et on revient vite fait. Comment j'ai noté ça? Q1, Q2, Q'1, Q'2, Q1, Q2. OK. D'accord. OK. Donc ici, je vais chercher ici de nouveau séparé. Et donc ici, je vais prendre comme critère, là, je vais aller regarder si je trouve ici
un couple d'états tel que, par une transition, ça ne m'emmène pas au même endroit. Et ce que je veux dire par ça ne m'emmène pas au même endroit, ici, Q0, Q1, Q0, Q1. Ici, si je prends, par exemple, mon état Q0, là, si je prends mon état Q0, OK, et je vais regarder quoi? Je vais regarder avec la lettre A, où est-ce que ça m'emmène? Q0 avec la lettre A, ça m'emmène vers Q1. OK. Et si je prends les copains de Q0, alors c'est qui les copains de Q0? Les copains de Q0, c'est ceux qui sont dans le même ensemble, hein, ceux qui ne sont pas marqués comme étant séparés. Donc c'est Q1 et Q4. Donc ici, Q1 par la lettre A, ça m'emmène dans Q3. Et Q4 par la lettre A, ça m'emmène dans Q2. Alors, vous voyez ce qui se passe ici? C'est que si je dessine ça comme ça, j'ai essayé de le dessiner autrement pour bien vous faire comprendre l'idée. Ici, j'ai mis Q0, Q1, Q4 dans le même paquet ici. Q0, Q1, Q4. Et puis dans l'autre paquet, j'ai Q2, Q3. Et ici, si je prends, donc là, je m'intéresse à l'ensemble Q0, Q1, Q4, et je regarde la transition avec la lettre A. Et si on regarde la transition avec la lettre A de Q0, je reste ici dans le paquet, avec la lettre A. Par contre, avec Q1 et Q4, je vais dans l'autre paquet. Non, au début, Adamé, le premier critère, c'est séparé, non séparé. Le deuxième critère, c'est ce que j'explique là. C'est-à-dire qu'ici, là, on va utiliser, avec la lettre A, est-ce que je reste dans le même paquet ou est-ce que je vais dans un autre paquet? Ou est-ce que je vais dans deux paquets différents? Donc, vous voyez que Q0, avec la lettre A, je reste dans le paquet ici. Et Q1, Q4, avec la lettre A, je change de paquet. Donc, ça veut dire que du point de vue de dire est-ce que la transition avec la lettre A m'emmène dans le même paquet ou pas, eh bien Q0, Q1 et Q4 ne se comportent pas pareil. Q1 et Q4 se comportent pareil parce qu'ils vont tous les deux dans le même paquet. Par contre, Q0, lui, ne va pas dans le même paquet que Q1, Q4. Okay. Et donc, du coup, je vais dire maintenant, je vais séparer Q0 de Q1, Q4. Donc, vous voyez, je peux dire que ici, Q0, Q1, Q4 qui n'étaient pas séparés, et bien maintenant, j'ai trouvé un critère pour les séparer. Si je lis un A, soit je vais dans un état final, soit je ne vais pas dans un état final. En fait, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de dire, je vais en quelque sorte regarder mes mots à l'envers. Okay. Donc, si après, enfin, regardez mon automate un peu à l'envers. C'est-à-dire, si je suis dans l'état Q1, Q0 ou Q4, si je m'arrête là, eh bien, je ne suis pas dans un état final, alors que Q2, Q3, je suis dans un état final. Okay. D'accord, donc c'est différent. Et ici, regardez, Q0, Q1, Q4. Supposons que je sois là, dans un de ces trois-là, Q0, Q1, Q4, et je dois lire un A. Eh bien, on voit bien qu'avec Q1 et Q4, j'arrive dans un état final. Et par contre, avec Q0, je n'arrive pas dans un état final. Donc, de nouveau, vous voyez, c'est-à-dire que lire cette lettre-là, ça m'emmène dans des types d'états différents. Donc, encore une fois, ce qu'on va rechercher, c'est voir si au sein d'un paquet, donc là, je m'intéresse ici à ce paquet-là, Q0, Q1, Q4, je trouve une lettre telle que tous les états n'emmènent pas dans le même paquet. OK? Et donc ici, c'est ce qui se passe là. Et donc, du coup, je vais pouvoir dire que Q0, il est différent de Q1 et Q0, il est différent de Q4. Hein. C'est ce que je note ici, hein, avec ces nouvelles croix, Q0 différent de Q1 et Q0 différent de Q4. Et comme j'ai dit tout à l'heure, par symétrie, j'ai ça. Donc maintenant, j'en suis ici à dire maintenant, j'ai plus 2 paquets, mais maintenant, j'ai 3 paquets.
Donc, et mes paquets, c'est, ici, j'ai le paquet Q0, j'ai le paquet Q1, Q4, et j'ai le paquet Q2, Q3. OK? Donc maintenant, j'en suis là. Donc ici, mon dessin, si je dois le refaire, je vais le refaire ici. J'ai finalement un paquet où Q0 est tout seul. J'ai un paquet où j'ai Q1, Q4. Et puis, j'ai un paquet où j'ai Q2, Q3. OK? Alors, la question, c'est maintenant, je vais voir, est-ce que je peux... Alors, Q0, il est séparé de tout le monde. Donc, lui, je ne vais pas chercher à reséparer ce paquet-là. Je vais regarder, est-ce que je peux séparer le paquet Q1, Q4? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Pour voir ça, qu'est-ce que je vais faire? Par la lettre A, de Q1, Q4, je vais où? Ben, de Q1 par la lettre 3, A, je vais en Q3. Et Q4 par la lettre A, je vais en Q2. Ben, donc, ça veut dire qu'ici, de toute façon, vous voyez, avec la lettre A, quel que soit l'état de ce paquet-là, Q1 ou Q4, je vais dans le paquet Q2, Q3. OK. Bon, avec la lettre B, ici de Q1, je reste en Q1 et Q4, je reste là. Donc ici, ça veut dire qu'avec la lettre B, ici, c'est Cyril qui ne comprend rien à ce que je dis, et avec la lettre B, je reste ici. Donc vous voyez qu'ici, je n'arrive pas à séparer Q1 et Q4. Il m'emmène dans le même paquet, même si ce n'est pas dans le même état. L'important, c'est dans quel paquet on m'emmène. Ensuite, alors je pourrais faire avec Q0. Hein. Q0 avec la lettre A, ça m'emmène là. Et avec la lettre B, ici, ça m'emmène là. OK? Je vais changer de couleur ici. Je vais faire en vert ici. Alors Q2, Q3. Q2, Q3 avec la lettre A. Bah, Q2 avec la lettre A, ça m'emmène dans le paquet où il y a Q4. Et Q3 avec la lettre A, ça m'emmène dans le paquet où il y a Q1. Vous voyez qu'avec la lettre A, ici, je reste là. Et Q2, Q3 avec la lettre B, qu'est-ce qui se passe ici? Je reste aussi dans le même paquet. D'accord? Donc, vous voyez qu'ici, je n'arrive plus à séparer. Donc, ça veut dire que Q1 et Q4 ne sont pas séparables. Et Q2 et Q3 ne sont pas séparables. Mais je pense que vous commencez à voir ce qui se passe, c'est qu'en fait, finalement, ça veut dire que comme ils ne sont pas séparables, ben je peux les mettre ensemble. Okay. Et donc, du coup, ici, Q0 va rester mon état initial. D'accord? Mes états finaux, ça va être quoi? Ben, c'était Q3, Q2. Et forcément, ils sont dans le même paquet, les états finaux. Enfin, ici, je ne peux pas avoir un final et un non final dans un paquet puisque je les ai séparés dès le départ. Vous vous souvenez, c'était le premier truc. Et ici, c'est ça. Et vous voyez que finalement, cet automate que j'ai fait ici, eh bien, ça va être l'automate minimum qui reconnaît ce langage-là, qui reconnaît le même langage que l'autre. Okay. Donc, c'est ça la séparabilité. Donc, encore une fois, hein, je commence par regarder si c'est final, non final, puis après, je regarde si ça tombe dans le même paquet ou pas dans le même paquet. OK? Et donc ici, je redis hein, Q1 et Q4 non séparables et Q2 et Q3 non séparables. Hein, c'est exactement le dessin que je vous ai fait sur le côté ici. D'accord? Hein, donc, j'ai mis des petits points rouges ici pour dire que c'était non séparable. D'accord? Et donc, on fusionne les états. Q1 et Q4 et les états Q2 et Q3. Donc, je les ai notés Q1, 4, souvent on note ça comme ça, et Q2, 3. Et j'ai dessiné l'automate là, qui est exactement le dessin que j'avais fait là-haut. D'accord? Et ça donne donc l'automate fini, déterministe, minimal, complet. OK? Donc, si on reprend la définition formelle que j'ai donnée là, donc ça, ce que je viens de vous expliquer, c'est l'algo, hein, finalement, hein, de séparabilité. OK? Donc ça, c'est l'accessibilité et ça, c'est la séparabilité. Donc, je vais ici effacer.
Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit ici, qu'on comprenne bien, hein, c'est donc toujours pareil. Je prends un automate, hein, donc je suis dans un truc formel ici, d'accord. Donc, deux états Q et Q' sont alors séparables ou distinguables, hein. Je vous mets les deux mots parce que dans les bouquins, on trouve des fois la notion de séparable ou distinguable. OK. Alors ici, ça va donner un éclairage un peu différent, hein. Donc ils sont séparables ou distinguables. C'est s'il existe un mot, et le même mot, enfin ici, il existe un mot, tel que de Q quand je suis les lettres du mot W. Donc vous voyez, je pars de l'état Q ici. Et puis je lis toutes les lettres ici pour lire le mot W. Je vous rappelle que l'automate, il est déterministe, hein. On veut minimiser un automate qui est déterministe. Donc en fait, je n'ai pas le choix, hein. Je suis les lettres. Okay, je vais arriver dans un certain état. Et puis ici, Q', je vais aussi lire les lettres de W. Non, c'est toujours le même critère, Bilal, là. Ici. Donc ici, là. Okay. Le critère, c'est celui qui est là, hein, ici. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en suivant W, donc les états vont être séparables si il y en a un qui va m'emmener dans un état final et l'autre dans un état pas final. Donc là, il y a un ou parce que c'est soit à partir de Q, je vais en état final et à partir de Q', je vais en état non final, ou le contraire ici. D'accord? OK? Donc si vous regardez bien ici tout à l'heure, là, dans mon exemple, là, pourquoi, en fait, déjà, je peux séparer à ce niveau-là, là, en fait? Avec mon critère, là, ben, si je regarde bien, de Q1, si je prends W qui est égal à epsilon, j'ai le droit, hein? De Q1 avec epsilon, je vais où? Ben, de Q1, quand je suis le mot epsilon, je vais en Q1. OK? Et de Q3, quand je suis le mot epsilon, ben, je vais en Q3. OK? Epsilon, c'est je lis aucune lettre. Donc, je reste sur place. Et est-ce que ici, je vais bien 1, lui, il n'est pas final, et lui, il est final. OK? Donc ici, ça veut dire que Q1 et Q3 sont séparables. OK? Puisque j'ai trouvé un mot qui me permette d'aller dans final ou pas final. Ça va, ça? Et donc ici, si je reprends ce même critère-là, donc ça me permettait de séparer ça. Et ici, pourquoi est-ce que je peux séparer Q0 ici? Ben, de la même manière, ici, si je prends ici Q0, alors quel mot je vais prendre? Mais je vais prendre tout simplement le mot A. Et si je regarde de Q0 avec le mot A, je vais aller en Q1. Et si je prends Q1, avec le mot A, je vais en Q3. Et donc lui, il n'est pas final, Q1, et lui, il est final. Donc ça veut dire que pour Q0 et Q1, j'ai trouvé un mot qui, dans un cas, m'emmène dans un état final et dans l'autre, ne m'emmène pas dans un état final. C'est ça le critère de séparabilité. Et c'est tout le temps ce critère-là. D'accord? Alors en fait, le fait d'aller séparer au départ les états finaux et non finaux, ça consiste à dire, bah, prenez le mot ici epsilon et ça sépare les états finaux et les états non finaux. D'accord? Oui, l'intérêt de la définition formelle, hein, c'est que c'est mieux sur un exemple puisque ça capture bien finalement tous les cas. Donc ici, je reviens à ma définition. OK? Ici. Donc, deux mots ici, deux états Q et Q' sont séparables. S'il existe un mot, Q.W, je vous rappelle que c'est dire dans quel état j'arrive quand à partir de Q, je lis le mot W. Et là, soit j'arrive en finale et l'autre en non finale, ou alors c'est le contraire. C'est à partir de Q, j'arrive en non finale, et à partir de Q', j'arrive en finale. D'accord?
Donc ça, c'est séparable. Et puis inséparable, mais c'est le contraire. Je l'ai mis exprès pour voir une définition contraire, voir comment ça s'exprime, hein. Donc ici, il existe un mot qui permet de les séparer. Et donc s'ils sont inséparables, ça veut dire que pour tous les mots, ok, si j'arrive dans l'état final, alors avec l'autre, j'arrive dans l'état final. Alors vous allez me dire, mais il manque le cas où je n'arrive pas dans un état final. Mais oui, mais ici, il y a une équivalence. Donc soit ici, c'est vrai. Si c'est vrai là, c'est vrai là. Ok. Ou alors c'est faux. Si c'est faux ici, c'est faux ici, hein. C'est ce que veut dire l'équivalent. D'accord. Ce que veut dire l'équivalent, c'est que c'est les deux trucs qui sont de chaque côté ici, hein. Donc ça, c'est global à tout, mais l'équivalence veut dire ici, si ça, c'est quelque chose qui est vrai-faux, d'appartenir à un ensemble, eh bien, des deux côtés, ça a la même valeur. Soit c'est tous les deux vrais, soit c'est tous les deux faux. Ok. D'accord. Donc, c'est ça la notion de séparabilité. Donc, ça, c'est la définition de la séparabilité. Après, il faut ici aller regarder l'algo, ici. Donc, l'algo, c'est celui que je vous ai expliqué avec le marquage des couples. On marque les couples d'états séparables, hein. C'était ma matrice, là où je mettais mes croix. D'accord. Donc, comment on fait? Donc, vous voyez, il y a la définition de ce qui est séparable ici. Hein, avec le critère, il existe un mot qui m'emmène dans deux, soit final, soit pas final, hein, ça c'est séparable, d'accord. Et puis après, il y a l'algo. Il faudrait normalement, là je ne vous le fais pas, mais si vous prenez un bouquin un peu avancé de théorie du langage, il va faire la preuve qu'il va vous poser la définition, qui est mon transparent d'avant, et puis il va faire la preuve que cet algo-là, il donne bien la séparabilité, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va marquer les états. Donc ici, on commence, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va prendre pour tous les trucs finaux et les trucs non finaux, on marque le couple. Okay. Donc lui, il est final et lui, il est non final. Donc ça, c'est marqué. D'accord. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, tant que, alors regardez qu'est-ce qui se passe. Ici, je vais chercher un couple Q1, Q2 qui sont non marqués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les patates que j'ai fait tout à l'heure, ici, Q1 et Q2, ils étaient dans la même patate, hein. D'accord. Et il existe un A tel que il existe un couple Q1' et Q2' qui est marqué. Ça veut dire quoi Q1' et Q2' qui est marqué? Ça veut dire que Q1', il est dans une patate et Q2', il est dans une autre patate, hein. Être marqué, ça veut dire qu'on est dans des patates différentes. Là, ils ne sont pas tout seuls, hein. Il y en a peut-être d'autres des gars là-dedans, hein. D'accord. Ici, c'est pareil. Là, il n'est pas tout seul. Lui aussi, ou peut-être il est tout seul, j'en sais rien. D'accord. Donc, tant qu'il existe un couple non marqué, Q1, Q2, il existe une lettre A, et il existe un couple Q1, Q'1, Q'2 marqué, tel que, ici, avec la lettre A de Q1, je vais ici, et de Q2, je vais là. D'accord. Donc, vous voyez, pour un couple qui n'est pas marqué, eh ben, il y a une lettre qui m'emmène dans deux paquets différents. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, il faut que je sépare Q1 et Q2. Ça veut dire que Q1 et Q2, ils sont séparables. OK. Et donc, qu'est-ce que je fais ici? Je marque Q1 et Q2. D'accord. Donc, en termes d'implémentation, bah, on prend une patate, ou plutôt dans notre matrice, on cherche deux couples qui ne sont pas marqués, hein, donc on parcourt notre matrice. S'il n'y a pas de croix, eh ben, on va prendre on va prendre ce couple-là, et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre toutes les lettres de l'alphabet, puis pour chaque lettre, on va regarder ici, est-ce que ça nous amène ici dans deux états qui sont marqués ou non marqués. D'accord. OK. À la fin, si un couple d'états est marqué, les deux états sont séparables. Et si un couple d'états est non marqué, les deux états sont inséparables, hein. C'est ce qu'on a dit, hein. Être marqué, c'est dans des patates différentes, et être non marqué, c'est dans la même patate. OK. D'accord. Donc ici,
comment on fait pour construire l'automate minimum? Maintenant qu'on a cette notion d'accessibilité qu'on a vue tout à l'heure, hein, comment je fais pour accéder à un état et comment je fais pour séparer les états. Donc, ici, on donne la définition ici. On dit un automate, ici, est minimum. Il faut bien regarder la définition, parce qu'on a dit minimum, mais on n'a pas donné de définition formelle. Là, j'en donne une. Donc, cet automate-là est minimum si pour tout autre automate déterministe. Alors, attention, déterministe, parce qu'on peut éventuellement arriver à trouver des automates non déterministes qui seraient plus petits. Ça peut arriver. Je n'ai pas d'idée d'exemple en tête à vous donner là, mais ça peut arriver. Donc, si pour tout autre automate déterministe, A', qui reconnaissent le même langage, ok, d'accord, eh bien, le nombre d'états dans A, hein, Q entre deux barres, c'est le cardinal de Q, donc c'est le nombre d'états de l'automate A est plus petit ou égal que le nombre d'états de A'. Okay. Donc l'automate minimum, c'est celui qui, parmi tous les automates qui reconnaissent le même langage, celui qui a le moins d'états. C'est ce qui est donné ici formellement. Donc ils reconnaissent bien, hein, pour tout, je prends tous les automates qui reconnaissent le même langage que le langage de A, tous les A' qui reconnaissent le même langage, L de A, c'est le langage reconnu par A, L de A', le langage reconnu par A', et bien Q, l'automate, le nombre d'états de A, c'est-à-dire cardinal de Q, est plus petit ou égal qu'à cardinal de Q. D'accord. Et donc là, il y a un théorème qu'il faudrait démontrer, je ne le démontre pas parce que c'est un peu trop compliqué, trop technique, mais qui se démontre, on le trouverait dans les bouquins quand je vous aurais donné la référence si ça vous intéresse. Pour qu'un automate soit minimum, il faut les deux conditions suivantes. C'est que tous les états soient accessibles, première condition. Alors on se doute bien, les états qui ne sont pas accessibles, comme tout à l'heure, l'exemple plus simple, on voit bien que ça fait des états en trop. Et tous les états sont séparables. L'idée, c'est quoi? C'est que si des états sont séparables, c'est-à-dire qu'il existe des mots qui nous emmènent soit en finale, soit en pas finale. Donc ça veut bien dire qu'il est important d'avoir ces deux états-là de manière différente, parce que sinon, si je les regroupais ensemble, avec le mot qui emmène dans un cas en finale ou en finale, ben, je ne saurais pas finalement que ce mot-là, si je les regroupe, ben, ça va emmener soit en finale, soit en finale, donc ça va poser un problème. D'accord? Donc ici, pour être minimum, il faut que tous les états soient accessibles et que tous les états soient séparés. Encore une fois, vous voyez comment on pose les choses formellement. D'abord, je pose une définition de minimum. Ensuite, je pose une définition d'accessible et je pose une définition de séparable. Et je dis être minimum, c'est être à la fois que tous les états sont accessibles et tous les états sont séparables. Okay. Une fois que j'ai fait ça, je peux avoir un algo pour retirer les états qui ne sont pas accessibles. Je les retire, d'accord. Et j'ai un algo aussi qui me permet de regarder quels sont les états séparables et puis ceux qui ne le sont pas et ceux qui ne le sont pas, je les regroupe dans un même d'accord. Donc ce qui me donne ici. Donc si on repasse ici, je vous explique comment les diapos sont construites. Elles sont construites pour que vous puissiez vous y référer après. Ici. Donc ici, un automate minimal en nombre d'états, machin, à quoi ça sert? Deux notions, l'accessibilité et la séparabilité. L'accessibilité, je donne une définition, d'accord, en disant QWQ', je peux, à partir de l'état Q, accéder à l'état Q', s'il existe un mot qui me permet de passer de Q à Q'. Il existe un chemin qui va de Q à Q', c'est ça que ça veut dire. Et ce chemin, il y a des lettres sur le long des transitions, c'est le nombre W. Premièrement, j'accède à partir de Q à Q'. Okay. L'algo, ici, okay. Et où on va regarder en fait l'accessibilité, tous les états qui sont accessibles depuis Q0. D'accord. Okay. C'est ça qui nous intéresse, c'est l'accessibilité depuis Q0, depuis l'état initial. Donc c'est ce que donne ici. D'accord. Et tous les états qui ne sont pas accessibles depuis Q0, ils vont être supprimés. Okay. Ensuite, la séparabilité, la définition, ça veut dire quoi être séparable. Alors, une fois, ça veut dire qu'il existe un mot qui deux états séparables si
il existe un mot qui, quand les états s'emmènent dans un état final et l'autre dans un état pas final. Et puis, inséparable, c'est vrai, c'est-à-dire qu'avec un mot, soit on va dans un état final pour les deux, soit dans un état pas final pour les deux. Okay. Là, on va avec la notion de marquage, qui est là, il y a des définitions de Malgo. Okay. Ici, la définition minimum qui dit qu'il faut que tous les états soient accessibles et tous les états soient séparés. Ici, les exemples. Okay. Je vois des exemples vite fait. Ici, ici, l'automatique est clair. Premièrement, on voit que Q5 n'est pas accessible, donc je supprime. C'est tout simple hein, pour l'accessibilité. Je supprime les états. Je n'arrive pas à écrire ça formellement, il faudrait l'écrire, mais je supprime les états. Hein, donc, je supprime les états et toutes les transitions qui partent de cet état-là. Okay. La séparabilité, je fais mon marquage, donc je cherche un mot qui permet, machin, etc. Et bien, il y a un état finaux, boum, ils sont séparés. Et après, ici, je cherche pour un couple qui n'est pas marqué, par exemple 0,1 qui n'est pas marqué. Donc, je cherche ici une transition qui m'amène dans un état final ou non final, enfin, un mot, machin, etc. D'accord. Je me rends compte que je peux séparer 0 et Q1 et de Q4. Et 0, je sépare de Q1 et de Q4. Et après, je me rends compte que si Q1 et Q4, je ne vais pas les séparer, et que Q3, je ne vais pas les séparer. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un automate dans lequel les états qui ne sont pas séparés sont regroupés ensemble ici. Q1, Q4 non séparable, Q2 non séparable, c'est ce que je viens de dire sur la diapo d'avant. Et donc, du coup, ici, qu'est-ce que je fais? Je regroupe les états, fusion de Q1, Q4, Q2, Q3, et donc ici, j'ai l'automate. Donc, je ne vais pas noter ici, mais ça mériterait d'être noté ici. Hein. Ici, ça, c'est la FD complet minimum. Au complet, ici, j'ai bien tac. A, B, OK, il est déterministe, il est complet et il est minimum. OK. Voilà. Voilà, c'est la fin du cours. Je ne sais pas si vous avez des questions. Juste une petite remarque. Hier, il y a eu le TD pour les groupes 3 et 4. Il y avait une partie qui était en présentiel et l'autre en distanciel. Je crois que c'était peut-être 3 et 4A qui étaient en présentiel et les B en distanciel. Peu importe. Il y aura dû y avoir 32 étudiants en présentiel, parce que les DVT sont 32, et donc 3, ça représente la moitié, c'est-à-dire 16, et puis 4A, pareil, 16, donc c'est 2 fois 16, 32. En fait, il n'y avait que 17 étudiants en présentiel. Donc, encore une fois, je reprends ce que j'ai déjà dit, venir à l'université pour les cours en présentiel n'est pas obligatoire. Vous avez le droit de ne pas venir, vous n'avez pas de justificatif à donner, vous avez le droit de ne pas vouloir vous déplacer pour des raisons sanitaires. En tout cas, vous avez décidé de lui avoir votre quoi tu dis que le présence l'emploi du temps contredisait mon avis. Pourquoi dis ça seulement dans ce sens? Alors, attends. Donc, on va voir une fois, je finis